Voilà, dernière étape aujourd'hui. Donc il y aura deux exposés suivis de la table ronde. Et le premier exposé, nous sommes heureux d'accueillir Laurent Dormier, directeur de recherche CNRS. Ça, on a déjà eu quelques fois CNRS. Par contre, on n'avait pas encore eu Sorbonne pendant ces 2 jours. On s'était arrêté dans le temps, on était remonté jusqu'à Louis XIV, rappelez-vous, hier. Maintenant, il faut remonter, je crois, à Louis IX, si je ne me trompe pas, pour la création de la Sorbonne. Et vous êtes à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie, donc à l'université Place Jussieu, après avoir fait un master en physique à l'université de Cambridge et être également passé à l'université Pierre et Marie Curie. Vous avez obtenu votre doctorat, si je ne me trompe. Alors il y a quelques mois, Stéphanie m'avait proposé le programme, je suis d'ailleurs pour très peu, c'est surtout elle. Et j'étais moi-même, je dis ben pourquoi ça va parler de couleurs, transparence, ça devient un peu du remplissage la dernière journée, il fallait encore trouver un sujet. Mais je me suis rendu compte ces 2 jours-ci que de couleurs et transparence, ça a été cité plusieurs fois, quoi. Bon, encore cet après-midi. Donc effectivement, je crois que ça vaut la peine, c'est un sujet important dans notre démarche, parce qu'il y a peut-être des compromis à faire entre transparence et économie d'énergie, je ne sais pas. Et donc, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Vous avez la parole. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je connais... Oui, ça marche pas. Là, ça va mieux ? Voilà, très bien, merci. Donc merci beaucoup pour l'invitation, parce que je connaissais le musée depuis longtemps, mais je n'avais jamais eu l'occasion de venir, ou je n'avais jamais pris le temps en fait. Donc c'était vraiment une bonne opportunité. Oui, alors je voulais parler un petit peu de l'aspect couleur et transparence, donc c'est bien parce que ça va faire peut-être un peu le lien également avec la présentation suivante, hein, puisque c'est effectivement 2 propriétés qui sont très importantes pour les verres. Et là, on a quelques exemples d'objets faits par des artistes verriers. Donc quand je vais parler de transparence, évidemment, on a tout de suite l'idée, c'est de voir au travers de l'objet. Donc c'est ça, véritablement, la transparence. Et donc, dès qu'on va commencer à avoir une interaction entre l'objet et la lumière, on risque d'avoir des pertes de transparence. Et typiquement, c'est ce qui va se passer quand le verre va être coloré. On va absorber certaines couleurs, certaines longueurs d'onde qui vont limiter la transparence globale du matériau. Alors, il y a 2 petits concepts importants dans la transparence. Il y a la question de la surface, parce que pour avoir un matériau qui soit parfaitement transparent, il faut avant tout qu'il soit parfaitement poli, parfaitement plat. Dès qu'on commence à avoir des rugosités, des petites inhomogénéités sur la surface, on va avoir la lumière qui va subir des chemins de réflexion un petit peu variés, et on va perdre de la transparence. Donc il y a cette notion de poli de surface qui est très important pour avoir une bonne transparence. Le deuxième aspect important, c'est l'épaisseur. Donc si on prend un matériau massif, donc là je vous en ai ramené un, c'est un verre d'obsidienne, donc un verre naturel issu d'une lave refroidie. Vous allez me dire, il est opaque. On ne voit pas à travers. Donc vous avez raison. Par contre, si on coupe une petite épaisseur de ce verre, on commence à voir à travers. Donc il y a une petite coloration, mais on peut voir à travers. Donc il y a cet aspect très important de l'épaisseur du verre dans la transparence. Okay, donc j'ai ramené quelques exemples d'obsidienne. Hein, si vous voulez les voir à la fin, je pourrais vous montrer. Donc l'obsidienne, c'est le premier verre qui a été utilisé par les hommes depuis l'époque préhistorique. Y compris dans l'Antiquité. Donc là, par exemple, on a le masque de Toutankhamon, où les yeux sont faits avec des morceaux d'obsidienne. Alors l'épaisseur elle est importante donc, pour ces matériaux naturels, elle est également importante pour un verre à vitre. Donc le verre à vitre, là, comme vous le voyez, il est transparent, mais si on le met sur tranche, vous connaissez tous qu'il a une petite coloration verte.
Et avec là, on a à peu près 10 cm. Au bout de 10 cm, moi, je vois quasiment plus mon doigt à travers. Donc, on a perdu complètement la transparence du matériau. Donc ça, la couleur verte, on l'a déjà évoqué, c'est dû à la présence de fer. Et en fait, dans ces deux matériaux, on a à peu près la même quantité de fer. Donc, on a à peu près 1% de fer. C'est le fer, on sait que c'est la principale impureté qui provient des matières naturelles et notamment du sable. Alors, pourquoi on a une couleur verte? Vous le savez probablement, c'est qu'on a un mélange de fer dans deux états chimiques différents, le fer 2+ et le fer 3+. Le fer 2+ va absorber plutôt dans le rouge, le fer 3+ plutôt dans le violet, et la résultante va donner la couleur verte. Dans le cas des matériaux d'obsidienne, comme ceci, on a une autre raison pour la couleur, c'est que le fer ne va pas être dispersé dans le verre, comme le verre à vitre qu'on fait, mais il va avoir tendance à se regrouper et à former des petits cristaux. Donc des cristaux de très très petites dimensions, ils font quelques dizaines de nanomètres, et ce sont ces cristaux qui vont être à l'origine de la couleur noire, beaucoup plus foncée. Donc le même élément, mais qui peut donner, par des processus physico-chimiques différents, des teintes un petit peu différentes. L'autre aspect également important dans la couleur, dans la transparence, c'est tous les objets ne sont pas transparents en fait dans le même domaine de la lumière. Le verre qu'on connaît, le verre à vitre, c'est un verre de silice. Il a la bonne idée d'être transparent dans le domaine du visible, donc c'est celui qui va concerner notre œil. Mais il y a d'autres matériaux qui sont opaques dans le domaine du visible, donc ils ne sont pas transparents. Par contre, ils peuvent être transparents dans d'autres domaines, comme l'infrarouge. Et ça, ce sont des verres qui peuvent avoir une grande utilité. Donc, par exemple, pour tout ce qui est les caméras infrarouges, on ne peut plus utiliser d'optique à partir d'oxyde, parce que les oxydes vont être très peu transparents dans l'infrarouge. On va avoir donc besoin d'avoir recours à d'autres matériaux. Donc, ce sont notamment des verres de chalcogénure, qui sont opaques dans le domaine du visible, mais transparents dans le domaine de l'infrarouge. Et donc, ils vont pouvoir servir d'optique pour ces caméras infrarouges, donc on peut utiliser dans le domaine militaire, mais aussi pour d'autres applications. Là, par exemple, c'est dans des voitures automobiles plutôt haut de gamme, où on a une caméra qui est située là sur l'avant de la voiture et qui permet de voir des personnes sur le bord de la route. Donc ça, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur ce type de matériaux, ces verres de chalcogénure en France, notamment à Rennes, où ils sont un petit peu les leaders mondiaux dans le domaine. Alors, la transparence, c'est quoi? La transparence, c'est le fait que la lumière va pouvoir traverser le matériau sans être trop déviée. Alors, ce n'est pas une propriété qui est propre au verre. On peut avoir la même chose pour des cristaux. Donc ça, c'est un cristal de quartz, où on peut également voir à travers. Il est également transparent. Donc on sait que quand on passe d'un milieu à un autre, typiquement quand on passe de l'air au solide, le rayon lumineux va pouvoir être un petit peu dévié. Donc c'est ce qu'on peut voir ici sur un silo qui va passer entre l'air et l'eau. Les rayons lumineux vont être un peu déviés, donnant l'aspect un petit peu cassé du crayon, qui n'est pas cassé dans les faits. C'est juste un effet de déviation du trajet lumineux. Et donc, ce qui est important, en fait, pour avoir un matériau qui va être transparent, c'est avoir un matériau qui va être homogène. Dès qu'on va commencer à avoir de nombreux petits grains, on va avoir une déviation à chaque interface entre chaque grain, une déviation du rayon lumineux, et petit à petit, le rayon lumineux ne va plus pouvoir traverser le matériau. Donc, pour ce matériau massif, monocristallin, qui est transparent, si je le réduis en poudre, j'obtiens du sable. Et le sable, en tout cas un tas de sable, ne va plus être transparent. Si je prends un petit grain, on va pouvoir effectivement continuer à conserver la transparence. Alors, ensuite, j'aime bien montrer ce petit graphe là qui montre que toute l'histoire du verre, en fait, c'est une quête de la transparence. Les premiers verres qui ont été faits, donc il y a plus de 5000 ans, donc c'était
tout d'abord des petits morceaux de verre qui n'étaient pas très massifs. Ils étaient opaques. Donc on les regardait pas vraiment pour leur aspect de transparence. Même les premiers containers qui ont été faits donc, à l'époque, à peu près 3500 ans, autour de la Syrie, puis très rapidement apportés en Égypte. Vous pouvez voir, ça, ce sont les premiers récipients qui ont pu être faits en verre. Ce n'est pas la transparence qui était recherchée, c'était plutôt l'imperméabilité et le fait également qu'on pouvait colorer très facilement le matériau. Donc, durant des siècles, en fait, la transparence, elle n'a pas été vraiment recherchée. Elle est notamment beaucoup apparue au moment de l'Empire romain. Donc, il y a eu l'invention du soufflage du verre, ça c'est un aspect technique, mais il y a également un développement une meilleure compréhension, en tout cas, un petit peu de la chimie du verre et du fait qu'on pouvait rajouter certains éléments pour contrôler un petit peu la coloration et notamment pour contrôler la teinte verdâtre du verre. Donc ça s'est fait avec l'ajout de manganèse, que vous connaissez probablement, qui va permettre de jouer sur le rapport entre le fer 2+, et le fer 3+, pour diminuer l'état du fer qui est le plus colorant, qui est le fer 2+, et le faire passer en fer 3+. Donc là, on a eu vraiment, à partir de cette époque-là, le développement de certains verres qui étaient très transparents, et le développement des premières fenêtres en verre. Ensuite, une autre innovation a eu lieu un petit peu plus tard, donc au moment début de la Renaissance, la fin du Moyen-Âge, avec l'amélioration, encore une fois, des matières premières, et notamment la purification des cendres de plantes qui étaient utilisées pour apporter les fondants, et notamment la soude. Donc la purification de ces cendres qui a permis d'éliminer au maximum les impuretés, dont le fer. Et on a eu l'apparition donc de ces verres, les verres cristallos autour de Venise, qui étaient beaucoup plus incolores qu'auparavant. Et ça a permis également le développement des lunettes, et puis de divers appareils scientifiques, parce qu'on a commencé à avoir des verres qui étaient très transparents, qui permettent d'être utilisés dans l'optique. Et donc, on a eu le développement des premiers microscopes pour étudier l'infiniment petit, le développement des premières lunettes astronomiques ou des télescopes qui permettent d'étudier donc, les planètes, l'univers et donc l'infiniment grand. Et là, vous voyez que la transparence du verre, donc, elle a diminué, l'opacité plutôt du verre, elle a diminué au cours du temps. Donc, on est devenu de plus en plus transparent. Et au cours du XXe siècle, là, on voit que ça commence un petit peu à stagner. On arrive à peu près au maximum de ce qu'on peut faire sur la pureté des matériaux. Et on a un énorme gap qui est apparu à la fin des années 60, où on a commencé à faire des matériaux excessivement transparents. Donc ça, c'est à l'aide de process qui sont purement chimiques. On ne va plus utiliser de matières premières naturelles, on va utiliser des réactifs gazeux qui vont permettre de faire du verre de silice, donc comme le quartz ici, mais uniquement à partir de matériaux chimiques, ultra purs. Donc ça a permis le développement des fibres optiques, qui a valu le prix Nobel à Charles Kunkau, donc prix Nobel de physique. Alors, il n'a pas inventé les fibres optiques, lui, il a juste inventé le concept qu'on pouvait utiliser un matériau très transparent comme le verre pour transporter de l'information sous forme de longueur d'onde. Donc là, on voit une fibre qui est très très grossie, et on voit la lumière qui peut se propager. Quand elle est envoyée avec un certain angle, on a des phénomènes de réflexion totale. Donc là, on n'a pas un verre qui est ultra pur, parce qu'on voit très bien que l'intensité du faisceau est atténuée au cours de la propagation. Mais sur les fibres optiques qui sont très transparentes, ultra transparentes, on peut transporter la lumière sur des centaines de kilomètres avec relativement peu de pertes. Donc ça, c'est des fibres qui ont été développées initialement par Corning, donc à partir de ces voies chimiques que j'expliquais. Et c'était le départ en fait du réseau de télécommunications internationales et du fait qu'on peut avoir accès désormais à Internet. Donc l'essentiel des télécommunications, ça ne se fait pas par satellite, ça se fait à travers du verre qui est transporté dans des câbles entre les océans.
Et donc du verre, essentiellement un verre de silice. Donc ça c'est pour la transparence. J'ai parlé également un petit peu de la couleur. Donc là la couleur, ce que je voulais souligner, c'est que c'est pas si simple en fait la notion de couleur. Donc il y a déjà plusieurs choses qu'il faut tenir compte dans la couleur. La première chose, c'est la source lumineuse. Donc suivant la façon dont on va éclairer l'objet, on peut modifier la couleur. Donc là je vous ai ramené un verre. Alors on va pas pouvoir trop facilement le faire ici, mais donc là le verre il est violet, vous le voyez tous. Si on avait une fenêtre, je pourrais l'approcher de la fenêtre et vous verriez qu'il tourne au bleu. Donc ça, c'est le fait que l'émission de la lampe qui est ici, ou l'émission solaire qu'on a à l'extérieur, ne correspond pas aux mêmes longueurs d'onde qui sont émises. Donc on n'a pas les mêmes couleurs qui sont émises. Et ça, vous le savez bien, quand vous achetez une lampe, vous pouvez jouer un petit peu sur le fait qu'elle est plus ou moins jaune, plus ou moins blanche. Donc l'aspect illumination du matériau, elle est très importante. Donc ensuite, on a effectivement l'objet en lui-même, avec ce qu'il va contenir, l'élément qui va absorber la lumière. Donc ça va avoir un rôle. Et le troisième point important, c'est l'observateur. C'est comment on va détecter la lumière, une fois que le faisceau lumineux a traversé l'échantillon. Donc ça, c'est votre œil. Donc ça, vous savez que vous avez 3 cônes qui correspondent aux 3 couleurs rouge, vert, bleu, avec des bâtonnets qui vont plutôt pondérer l'émission du matériau, la luminosité, l'intensité de la lumière. Et donc, ça c'est également très important pour la compréhension de la couleur, parce que vous savez très bien que tout le monde n'est pas complètement égaux sur la détection de la couleur. Il y a des gens qui sont un petit peu daltoniens, et qui vont avoir plus de difficultés à lire les chiffres. Donc là, si vous arrivez à bien lire les chiffres à l'intérieur, c'est un petit test pour savoir si vous êtes daltonien ou pas. Donc si vous arrivez à bien lire les chiffres à l'intérieur, c'est que vous n'êtes pas daltonien. Et donc vous n'avez pas de... Voilà. Et donc ensuite, avec ces 3 couleurs primaires, ces 3 couleurs qu'on peut détecter dans notre œil, on va par combinaison pouvoir recombiner et retrouver toutes les teintes, toutes les variations de couleurs. Voilà. Donc même si votre œil est excellent, vous êtes probablement largement en dessous de cette crevette qui est la championne du monde de la vision. Elle a 16 types différents de photorécepteurs. Donc en fait, elle peut voir de l'infrarouge à l'ultraviolet. Donc c'est celle qui est la plus forte. Alors, la couleur, c'est également... Donc là, c'est tous les processus un petit peu physico-chimiques là, que je vous ai expliqués, mais c'est également un aspect un petit peu plus sociétal d'interprétation. Donc ça dépend un petit peu comment on va classifier les couleurs. Suivant les civilisations, en fait, ça a évolué, ça n'a pas toujours été la même chose. Par exemple, dans les textes d'Homère, il y a très peu d'adjectifs sur la couleur. Ce qui était important dans l'Antiquité, c'était plutôt les notions de luminosité, clair, sombre, des choses comme ça. Et le mot bleu, en fait, il n'est pas connu en latin. Pour nous, c'est évident que le ciel, il est bleu. Dans l'Antiquité, en fait, on utilisait d'autres terminologies. Et nos termes bleus, en fait, ou azur, ça vient de la langue germanique ou de la langue arabe, et pas du tout du latin. Donc ça montre que ces notions de couleur, il y a un aspect un petit peu culturel qui intervient. Et puis, un autre aspect qui est important également, c'est le contexte. Donc là, vous avez une petite image où vous voyez des petites boules, et chaque boule a une couleur différente. Vous êtes d'accord? Oui. Non, il y a quelqu'un qui sait que c'est pas exact. En fait, toutes les boules ont la même couleur. Et c'est simplement le contexte autour. Donc, alors là, j'ai une petite vidéo. Voilà. Le fait qu'on va tirer des lignes de différentes couleurs qui vont ensuite, dans votre cerveau, être interprétées par le fait que chaque boule va avoir des couleurs différentes. Voilà. Et donc il y a plein de petites choses comme ça où on peut avoir des petites illusions d'optique. Donc voilà.
la couleur, c'est pas un concept qui est aussi évident que ça. Voilà. Alors, quand on va avoir l'interaction de la lumière avec l'objet, en fait, il y a plusieurs choses qui vont pouvoir se passer. Soit on peut regarder l'objet en transmission, donc à travers lui, soit on peut le regarder par réflexion. Et à chaque fois, en fait, il y aura probablement une partie qui va être absorbée par le matériau parce qu'à l'intérieur, on va avoir des éléments qui vont être colorants. Donc la lumière qui va être empêchée de passer va permettre de faire passer la lumière que nous, on va voir. Donc l'absorption, elle va dépendre essentiellement des éléments colorants, de leur nature, leur nature chimique, de leur proportion, de la composition du verre de base, de la température à laquelle a été fait le matériau, de l'atmosphère dans laquelle ça a été fait. Donc il y a de nombreux paramètres en fait, qui vont pouvoir jouer sur l'atmosphère, sur la couleur au final. Et ça pose également des challenges, je pense, au milieu industriel et dans le fait qu'on va faire de nouveaux fours pour lesquels ça devient plus difficile de contrôler l'atmosphère. Donc typiquement les fours électriques, il peut y avoir des difficultés pour obtenir certaines colorations parce qu'on va être plus en atmosphère oxydante et on va avoir du mal à contrôler certains effets d'oxydoréduction. Alors, avec tous ces paramètres, en fait, avec un même élément, on peut obtenir des teintes différentes. Donc, c'est le cas, par exemple, du fer. La canette de métallique, initialement, donc c'est du fer métallique, donc, qui apparaît plutôt gris. Et s'il est altéré, en fait, il va passer dans tous les états redox que j'ai déjà évoqués. Donc, d'abord en fer plus, en fer 2+, puis en fer 3+. Avec chaque fois une coloration un petit peu différente. Donc ça, c'est très important, c'est des aspects qu'on appelle d'oxydoréduction, où en fait l'état chimique du fer va être un petit peu différent. L'autre aspect, c'est son environnement, c'est le nombre de voisins qu'il va avoir autour de lui. Ça, suivant le nombre de voisins qu'il va avoir autour de lui, suivant la nature de ses voisins, ça va également conditionner les propriétés d'absorption de cet élément. Donc là, le fer, il est particulièrement emblématique, je dirais, parce que vous voyez que toutes ces couleurs, en fait, sont dues à la présence de fer. Donc là, ce sont des couleurs dans des minéraux, mais c'est à chaque fois dû à la couleur du fer, et on voit qu'avec le fer, on peut faire toutes les teintes possibles, en jouant donc sur le fer 2+, le fer 3+, l'environnement, la nature des voisins. Alors dans les verres, l'essentiel des colorations, elle va venir des éléments de transition. Ce sont les éléments qui sont les plus colorants. Donc en particulier tout ce qui va entre le vanadium et le cuivre. Le zinc, lui, il n'est pas colorant. Et dans une moindre mesure, il y aura les terres rares qui vont avoir un pouvoir colorant un petit peu moins intense. Et ensuite, certains éléments métalliques, donc comme l'argent ou l'or, qui sous forme de petits cristaux vont pouvoir, sous forme métallique, donner des couleurs très très puissantes. Et du coup, en fait, on distingue un petit peu deux types de coloration. La coloration qui peut exister dans la masse du verre et la coloration qui va être en surface. Donc là, juste à titre d'exemple, il y a le cas du cuivre. Le cuivre, en fait, c'est un élément qui va pouvoir présenter plusieurs colorations très différentes en fonction de son état d'oxydoréduction. Donc, s'il est sous la forme de cuivre 2+, donc il s'obtient par une atmosphère très oxydante, enfin une atmosphère oxydante normale, à ce moment-là, on va avoir une teinte un petit peu bleue, généralement, qui peut tourner un petit peu vers le vert, suivant sa teneur ou s'il est associé avec d'autres éléments. Et là, le cuivre, en fait, si on essaye de comprendre comment il se place dans le verre, en fait, il fait partie intégrante du verre.
C'est un élément comme un autre qui est dissous, plus ou moins dilué dans le verre. Donc c'est une coloration qui va être dans la masse. Si on le met sous forme métallique, donc avec une synthèse sous atmosphère réductrice ou en rajoutant des éléments réducteurs dans le matériau, on va à ce moment-là former des petits cristaux, un petit peu de façon similaire à ce qu'on a vu au tout début avec l'obsidienne. Donc on va former des petits cristaux qui vont avoir un pouvoir colorant qui va être très très intense. Et là, si on maintient une coloration dans la masse, en fait, on va avoir un matériau qui va être complètement opaque. Donc c'est pas très très intéressant. Donc pour ces verres-là, pour ces couleurs-là, en fait, on va avoir une coloration qu'on va faire uniquement en surface, qui est une coloration par plaquage, que vous connaissez sans doute bien. Donc là, ce sont des exemples de vitraux. Donc ce sont des techniques qui sont connues depuis des siècles. Donc, où on retrouve le verre sain, qui est le vitrail initial, et en surface, il y a eu de plaquage de différentes couches d'un verre qui contient ces petits cristaux de cuivre métallique qui vont avoir une absorption avec un effet très très puissant de coloration. Voilà, donc je ne vais pas vous parler de toutes les couleurs. Si vous avez des questions, on pourra aborder. Donc c'est très facile de modifier la couleur du verre en fait. On peut jouer donc sur les éléments colorants, sur la température, sur le redox. Alors c'est très facile, non, c'est pas très facile. Ça demande beaucoup d'essais-erreurs, mais il y a une très très large gamme de compositions qui peut être obtenue. Voilà, et là, juste c'était pour finir, pour montrer que la transparence et la couleur, c'est une histoire qui continue d'évoluer, avec des matériaux innovants sur lesquels on va jouer sur la transparence et sur l'opacification, sur l'aspect coloration, avec des verres qui deviennent plus ou moins foncés en fonction de la coloration extérieure. Donc il y a toujours beaucoup de développements qui se font sur ces deux propriétés. Voilà, je vous remercie.